Bonsoir, nous sommes en direct de l'Assemblée de Corse, réunie depuis ce matin en session. Je suis aux côtés de Gilles Giovanangeli, président de l'Agence de développement économique de la Corse, de Jean-Christophe Angelini du PNC Avancemo et de Jean-Martin Mandologne pour Unsofiuno. Bonsoir messieurs, merci d'avoir accepté cette invitation. Alors il sera beaucoup question d'économie et de finances ces 2 jours. L'essentiel est pour demain avec l'examen du budget primitif et ensuite l'avis de l'Assemblée de Corse sur le projet de loi visant à rattacher la Chambre de commerce à la collectivité. Mais il a été question de finances dès l'ouverture ce matin avec les questions orales et Charlie Vollimacci pour Unsofiuno a interrogé l'exécutif sur la consommation des crédits européens. Alors Gilles Giovanangeli, dans votre réponse, vous avez dit que nous sommes à 5% de consommation des crédits à ce stade, mais qu'il reste 5 ans et que nous devrions éviter les dégagements d'office. Alors les dégagements d'office, ça veut dire que l'argent qui n'est pas consommé retourne à Bruxelles. Qu'est-ce qui vous permet d'être aussi optimiste ? Mon Nazir, alors tout d'abord effectivement un point de vigilance sur la programmation et la consommation, et ce que je répondais à M. Vollimacci ce matin, c'est que effectivement on a 5 ans jusqu'au 31 décembre 2029 pour consommer, et que donc on est sur une stratégie habituelle de consommation des crédits FEDER qui consiste dans la première partie du PO de justifier et de clôturer de justifier et de clôturer la programmation précédente. Nous avons eu le bonheur de bénéficier de crédits supplémentaires, 32 millions d'euros dans le cadre du dispositif REACT-EU FEDER, que nous avons aussi consommé, et maintenant nous allons monter progressivement en consommation sur le PO 2021-2027, avec déjà, je l'expliquais ce matin, 8 projets qui sont en cours de consommation, 17 qui sont en instruction pratiquement finalisés, et 90 millions de projets qui ont déjà été repérés dans les politiques transverses de la collectivité, notamment les agences et offices. Alors ces éléments ont déjà fait l'objet d'un certain nombre de déclarations. Alors vous, PNC Avancemo, Jean-Christophe Angelini, vous aviez déjà la semaine dernière alerté sur ce sujet. Oui, notre groupe a été parmi ceux qui, les premiers, dirons-nous, ont soulevé la difficulté. Bon, j'entends bien sûr le discours de Gilles Giovanangeli, et il est normal que la majorité l'exprime en ces termes, mais je voulais vous dire, non pas en ma qualité d'opposant à l'actuelle majorité, mais tout simplement en tant que Corse et conseiller à l'Assemblée depuis un petit moment déjà, que je ne partage pas cette idée de la trajectoire. Je rappelle quand même qu'il faut donner un chiffre aux Corses important. Nous étions dans le cadre de la programmation passée et sensiblement au même moment à 20% de taux de consommation. On est sur cette période-là à 5%. Ça a été dit, donc 5, 20 d'une part. D'autre part, on sait effectivement que la période post-Covid a généré un certain nombre de fonds complémentaires. Il a été question de REACT-EU, que ces fonds ont nécessité, pour être mobilisés, consommer, réaliser un certain nombre d'éléments d'ingénierie qui ont mobilisé la collectivité. Mais la vérité aujourd'hui, c'est qu'on a, pour notre part, et bien légitimement, une très grande inquiétude avec celle structurante et, à mon avis, immédiate ou presque, d'un dégagement d'office qui nous verrait perdre des crédits dont je veux dire ici aux Corses qui ne seraient pas renouvelés, puisque la maquette financière n'est pas reproductible à l'infini. Si elle ne donne pas lieu à des consommations de crédit, elle est réduite et de fait appelée à générer d'autant moins d'investissements pour le territoire. Donc je crois qu'il y a un défaut d'ingénierie et, pour le dire très vite et laisser la place aux autres orateurs, un défaut de projet et de vision à long terme. Jean-Martin Mandologne, c'est une question qui a donc été posée par la droite. 2 mots là-dessus, ensuite on entendra une réponse à nouveau de Gilles Giovanangeli. Oui, sur ce sujet, je vais prendre une image, une parabole qui est chère à Gilles. C'est une longue course cycliste de 200 km. Quel Gilles? Parce qu'il y en a 2. Les 2, mon capitaine. Donc, ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas faire procès de partir lentement. Mais quand vous partez lentement, même si vous accélérez sur la ligne ou à proximité de la ligne d'arrivée, vous n'arrivez pas dans les temps. Et c'est bien ça dont il est question, c'est que oui, on est au début du programme opérationnel, et non, aujourd'hui, nous n'avons pas des recettes en face des dépenses déjà faméliques, compte tenu de la contrainte budgétaire dont nous parlerons tout à l'heure. On a un sujet, un gisement de recettes possibles, et on est parti trop lentement dans une première phase, et ce retard-là, il faut avoir le courage de le dire aux Corses. Bien sûr que la vision optimiste que délivrera la majorité sera toujours celle-là, et ils sont constants dans l'optimisme, Dieu les bénisse. Mais la réalité montre que aujourd'hui, lorsqu'on se projette sur d'autres maquettes qui ont existé, parce que les fonds européens ne datent pas d'aujourd'hui. Nous, à l'époque, nous étions non seulement dispensés du dégagement d'office, mais on se débrouillait pour atteindre la réserve de performance, c'est-à-dire ceux qui arrivaient parmi les premiers à cette longue course. Donc,
ayons l'honnêteté, l'objectivité de poser les choses. Dans cette longue course qui nous sépare de l'arrivée et de la satisfaction de ces programmes très importants pour l'avenir structurel de la Corse, nous sommes très mal partis. On va entendre Gilles Giovanangi là-dessus, ensuite on va passer à autre chose. Une réaction. On comprend que les arguments que vous avez développés tout à l'heure n'ont pas convaincu les deux orateurs. On le comprend bien, mais je vais répondre sur le même temps à Jean-Martin notamment. Effectivement, nous sommes dans une course, une longue course, et je pense que c'est à l'arrivée qu'on pourra évaluer exactement, y compris le niveau de consommation. Nous sommes sereins sur ce sujet-là, parce que je prends un exemple clair. Jean-Christophe parlait tout à l'heure de la logique de dégagement. Nous avons une borne fin 2025. Il faut consommer 16 millions de crédits FEDER pour éviter le dégagement. Nous pensons raisonnablement que nous allons les consommer, et je l'expliquais ce matin. Le mois prochain, je vais présenter un dispositif de soutien financier aux entreprises, appelé instrument financier, qui a vocation à mobiliser 18 millions de crédits FEDER. Et nous savons déjà, en discutant avec nos partenaires, que sur ces 18 millions, nous allons certainement en mobiliser sur l'année 2025 10 à 12 millions. Donc ça nous permet de dire que cette borne-là sera respectée. De la même façon, l'année prochaine, la borne elle sera 36 millions en cumulé. On a des projets, et j'en parlais tout à l'heure, et Jean-Christophe le sait, par exemple, un projet appelé investissement territoriaux intégrés, qui consiste à venir en partenariat avec les communes à faire des investissements sur le développement urbain, sur les infrastructures urbaines. Il y a 12 millions de FEDER qui sont fléchés avec les communes dans la commune de Portivec, et on a toute raison de croire que nous allons consommer. Et par exemple, ce dispositif, il a vocation à être amplifié demain par les crédits FEDER s'il fonctionne bien. Donc oui, vigilance, mais non... sur votre vision un petit peu pessimiste de notre capacité à monter en charge. Alors on va rester dans le domaine des finances. Et aujourd'hui, il devait être voté le rapport sur l'aide aux communes. Il se trouve que ça a pris un petit peu de retard, mais l'idée force, c'est qu'en 2024, la CDC a consacré 69 millions. En 2025, on est à 66 millions. Ça fait 3 millions de moins. Alors ce n'est pas votre dossier, c'est le dossier qui est porté par Julien Pauline. Pour autant, ces chiffres seront portés au budget primitif qui sera voté demain. Un mot sur l'état d'esprit général de l'aide aux communes. L'état d'esprit, vous le connaissez. Du moins la philosophie. La philosophie, c'est faire perdurer le soutien massif qu'on apporte au territoire, et notamment le soutien qu'on apporte en subvention aux communes et aux intercommunalités. Vous l'avez dit, il y a un certain nombre de volumes financiers, dont 25 millions sur la dotation quinquennale, on sait que ça a fait débat, et une trentaine de millions sur les autres dispositifs financiers de soutien aux communes et aux intercommunalités, plus une dizaine de millions sur l'aide au logement. On est sur cette enveloppe-là, ça reste un soutien massif, même si on constate qu'il est en légère régression. On pense qu'à ce niveau-là, on peut porter des politiques de développement aux côtés des communes. Alors, question un peu à vous deux qui êtes de l'opposition, et on sait que ce débat intervient un an avant les municipales. Le danger est grand côté opposition de tomber dans les postures politiciennes, et du côté de l'exécutif d'avoir des générosités ou des restrictions qui sont ciblées en fonction de l'orientation politique des uns ou des autres. Ceci étant posé, Jean-Christophe Angelini, sur ce sujet-là, est-ce que Porto Vecchio, par exemple, est suffisamment doté selon vous? Est-ce que les maires vont réussir à s'extraire de ce contexte-là dans ce débat? Moi, quand je suis ici, dans cet hémicycle, j'y suis principalement en tant que conseiller de l'ensemble des Corses, mais bien sûr, je ne peux pas complètement me départir ou me soustraire de ma casquette de maire et de président d'une communauté de communes importante dans l'île. Donc je veux dire qu'il n'y a pas d'antinomie ou de rivalité entre les deux. Il y a le fait de défendre l'ensemble du peuple corse, qui se trouve dans le plus petit village de l'intérieur, comme en zone littorale ou plus urbaine, et en même temps le fait effectivement de défendre un territoire. Donc Gilles le sait, on a souvent eu l'occasion d'en parler, d'autant qu'on est originaire du même territoire. Non, le compte n'y est pas. La collectivité a posé des choix. On m'a dit d'abord que concernant mon port de plaisance, il n'était pas question de le soutenir financièrement, notamment parce que l'actuelle majorité avait décidé de ne pas investir dans le domaine de la plaisance. Bon. J'ai découvert quelques jours après que le port de Santa Severa à Lourdes était lui financé à hauteur d'1,2 million par la collectivité. On est toujours dans le domaine de la plaisance, mais pas au même endroit. J'ai un certain nombre de réponses qui ont été, je dirais, instruites favorablement, mais qui n'ont donné lieu à aucun déblocage de fonds. Je les cite, des appels à projets, notamment concernant l'adressage, la toponymie, des appels à projets communs au DARC, comité de massif, etc., dans lesquels ma communauté est retenue, mais qui n'ont pas été débloqués. Donc en gros, ce qui est dû est globalement payé, avec du
retards et des difficultés, mais tout ce qui pourrait intervenir pour structurer le territoire et venir en soutien aux politiques que nous menons ne l'est pas. Donc moi, je ne mets pas simplement la volonté politique en cause. Ce que je veux mettre en exergue, c'est les marges de manœuvre proches de zéro de l'actuelle majorité, et le débat budgétaire des prochaines heures va l'éclairer. Il faut bien qu'on comprenne de quoi on est en train de parler. On va parler après du budget. C'est pas un budget, Dominique Moret, d'un mot, c'est un naufrage. Et ça, il faut que les Corses l'aient en tête, parce que sinon, on ne leur dit pas la vérité. Bon, un mot de Jean-Martin Mondogne, après on entendra une réponse globale de Gilles Giovanangi. Exactement. Le compte n'y est pas d'abord en volumétrie. Quand on parle de 25 millions, on solde une quinzaine de millions de l'année d'avant, on n'y met que 10 millions. Et on est au mois d'avril. Donc tout ça, une fois que ça va être instruit, on est 10 millions sur 6 mois. Et quand on connaît la difficulté pour les maires à monter des projets, on n'est pas du tout sur la même volumétrie. Je rappelle par ailleurs que l'esprit est un peu dévoyé. L'esprit, c'est celui qu'a voulu il y a bientôt 30 ans, Jean Bajogne, quand il est sorti d'une forme clientéliste de distribution de deniers aux maires, en fondant l'aide aux communes sur le thème, en gros, vous serez subventionnés à hauteur de votre population DGF. Les petits avaient un peu et les gros avaient beaucoup. C'était l'idée de se défaire d'une tentative de clientélisme. Aujourd'hui, c'est un peu dévoyé avec le motif ou la motivation de l'appel au projet qui est très mal perçu par les maires. L'appel à projet, ça veut dire que d'une certaine façon, il n'y a plus un droit de tirage systématique, automatique, qui rassurait beaucoup les maires, y compris quand ils étaient un peu en marge par rapport aux grandes politiques structurelles fixées par la collectivité de Corse. Mais à la fois, le compte n'y est pas du point de vue des fonds accordés, mais à la fois, le compte n'y est pas non plus dans l'esprit qui est quand même un peu dévoyé. Gilles Giovanangi, une réponse aux deux intervenants précédents. Sur le port de plaisance, je crois que vous aviez dit, vous et d'autres, que les projets ne correspondaient pas à l'esprit du PADUC, mais peut-être que je me trompe. Non, c'est ce qu'on a dit, et on s'est aussi expliqué avec Jean-Christophe, c'est que dans une période, y compris de contraintes, nous avons à faire des choix. Et nous avons considéré notamment que ce choix-là, qui a un modèle, qui est d'ailleurs présenté par le maire de Porto Vecchio, un vrai modèle économique, nous n'avons pas vocation à venir soutenir ce projet-là de cette façon dans les choix que nous avions à faire. Après, Jean-Christophe nous explique qu'on le fait ailleurs. On le fait là où la collectivité est propriétaire de ses propres ports de pêche et de plaisance. Et c'est normal que nous fassions les investissements nécessaires sur nos propres infrastructures. Concernant les propos de Jean-Martin, je pense qu'il faut dire les bons chiffres. Si on regarde l'intervention de la collectivité financière en crédit de paiement annuel sur la dotation quinquennale, on y met chaque année entre 20 millions et 25 millions. Rarement d'ailleurs 25 millions. Donc l'année 2025 sera une année faste en termes de crédit de paiement. Donc on va bien payer 25 millions de dotation quinquennale en faveur des communes. Ça, c'est le premier point. Avec le report de l'année précédente. Mais comme chaque année. Oui. Mais comme chaque année. Donc, on paye, on solde en ce moment l'année précédente. Donc, vous n'avez travaillé que sur 6 mois. Et sur 6 mois, vous n'allez pas investir 25 millions au service des communes. Nous le faisons chaque année. Jean-Martin, les projets qui sont déposés au deuxième semestre de l'année N, ils ne pourront être, bien entendu, qu'engagés lors de l'année N+1. Ça vous paraît donc au premier semestre 2026, on fera les comptes. C'est le système du budget primitif et du budget supplémentaire. Et deuxièmement, quand vous parlez d'appel à projet, là aussi, il faut être précis. Il ne s'agit pas, dans la dotation quinquennale, aujourd'hui, de fonctionner par appel à projet. Les appels à projet, ils seront réservés pour tous les autres dispositifs d'aide aux communes, dont je vous rappelais qu'ils pèsent 30 millions d'euros en année pleine. On va passer à un autre sujet, là, c'est un petit peu technique dans le sens où ça concerne notamment les maires, même s'il y a des citoyens qui habitent dans les communes afférentes, évidemment. Alors, dernier sujet avant d'en arriver au budget, mais vous allez être assez rapide là-dessus parce que je crois que vous êtes plus ou moins d'accord tous. Le gouvernement a fait le choix de rattacher la chambre de commerce à la collectivité en passant par une loi et non pas par un syndicat mixte ouvert comme cela a été précédemment évoqué, où les ports et les aéroports auraient vu la gestion transférée dans ces SMO. La collectivité est sollicitée pour avis avant que le projet de loi ne passe au Parlement. Là-dessus, qu'en est-il ? Écoutez, nous avons un avis extrêmement favorable, hein, bien sûr, sur la création. Le gouvernement était dans votre sens, finalement. Bien sûr, bien sûr. Et nous le saluons parce que nous avons fait un travail de concert avec le gouvernement qui nous permet de proposer ce projet aujourd'hui, je pense qu'il y a un projet équilibré et qui préserve ce que nous souhaitons tous, c'est-à-dire la maîtrise par la Corse de ses propres infrastructures de transport et plus logiquement de sa politique de transport, à la fois en termes d'accessibilité pour les Corses, mais aussi en termes de développement économique.
Alors, on va peut-être pas intervenir, faut faire intervenir là-dessus parce que on me dit que le reportage sur les incidents de séance de ce matin est fait. Alors, ce matin, non. Peut-être pas maintenant. Alors, on va passer quand même au budget primitif. Il sera présenté demain. Dans le rapport, on lit que le budget primitif sera de 1,371 milliard, dont 310 millions d'euros consacrés à l'investissement, en baisse par rapport à l'an dernier. Un emprunt de 111 millions d'euros, quand la dette atteint, elle, 1,118 milliard d'euros. Au-delà des chiffres, d'abord, quelle est la traduction politique de ce budget ? Écoutez, un budget qui, à mon avis, introduit un cycle de contraintes. Je crois qu'il faut qu'on se le dise aujourd'hui, c'est un cycle de contraintes pour l'ensemble des collectivités, particulièrement pour les blocs départementaux et régionaux. Et vous savez que la Corse, elle cumule à la fois les compétences des départements et des régions. Donc, effectivement, un impact, y compris pour notre collectivité, 12 millions de recettes en moins aujourd'hui, qu'on devra absorber et qui ne permettront pas de financer des politiques certainement utiles. Et en même temps, une contrainte structurelle qu'on connaît tous, qui est celle d'un budget sous-dimensionné pour financer l'ensemble des besoins de la Corse et pour remplir même l'ensemble des compétences qui sont les nôtres. Donc ça, c'est le cadre de contrainte. Mais malgré tout, nous avons un budget d'engagement et un budget qui ne renonce pas aux projets politiques que nous portons et aux grands objectifs politiques. Le soutien au territoire, on en a parlé. La politique d'investissement, même si elle est en réduction, 310 millions au moins d'investissements qui seront réalisés. L'aide à l'activité économique, culturelle, sportive, les questions des transitions, notamment écologiques, avec l'autonomie énergétique, la perspective de l'autonomie hydraulique, l'autonomie alimentaire. Et enfin, de manière très transverse, la politique de cohésion sociale, parce que c'est important dans un pays dont on sait qu'il est fragilisé par son modèle économique et social et par sa démographie. Il faut qu'on garde une politique sociale de haut niveau. Je vais vous demander de réagir à ce qui a été dit. On sait que vous votez traditionnellement contre le budget. En quelques mots, en quoi est-ce que les choix qui sont faits ici ne vous conviennent pas? Ensuite, on va passer à autre chose. Je vous demande de répondre assez rapidement, si vous pouvez. C'est pas par tradition, c'est par conviction. Le problème n'est pas d'installer un rituel qui consisterait à voir l'opposition et la majorité s'affronter par principe. Il y a des rapports que l'on vote. On sort d'un débat sur les pôles urbains. On n'était pas favorable, mais on a marqué une abstention qui ne vaut pas dénonciation globale et refus complet. On sait aussi, et très souvent, faire preuve d'un esprit constructif et objectivement tourné vers l'avenir. Mais si nous votons contre le budget, notamment depuis le début de la mandature, c'est bien parce que nous estimons que le compte n'y est pas. Il n'y est pas. Je vais quand même rappeler là aussi un chiffre, puisqu'on parle de questions budgétaires. Il a été relevé récemment dans un rapport bien connu que les dépenses entre 2018 et 2021, me semble-t-il, ou 2023, de personnel ont augmenté de plus de 41 millions. Le budget qui va être voté ces prochaines heures prévoit une augmentation de plus de 4% supplémentaire. Donc on voit bien, pour aller très vite à l'essentiel, que les dépenses de fonctionnement, et notamment les charges de personnel, ne cessent de croître, tandis que les dépenses d'investissement, elles, ne cessent de baisser. Donc après le reste, comme dirait quelqu'un, c'est de la littérature, et aujourd'hui on a une situation qui est objectivement très mauvaise, avec en plus d'autres paramètres, mais le temps nous est compté. On vous entendra demain là-dessus, Jean-Martin Mandelogne. On va revenir maintenant, on a pu le faire précédemment, sur l'incident d'audience de séance qui s'est déroulé ce matin lors d'une question orale. C'est un sujet de Jean-Philippe Mattei. Je vais faire une réponse. E qui non si briola mica. D'accordo? Le ton est monté comme rarement ce matin entre Corinne Front et la majorité territoriale. La bonne entente entre les deux formations de ces derniers temps a laissé place à une scène d'énervement consécutive à une question de sirène à Battestini. L'élu met en cause la création du centre de surtri de Monte, son dimensionnement mais aussi plus globalement la gestion des déchets en Corse. Une prise de parole dans le sens d'une action du mouvement indépendantiste à Monte et le 16 mars dernier, les choix de l'exécutif y étaient vivement critiqués. Au moment où ces questions ont été posées, un nouveau meurtre a été commis, celui d'un homme de la terre, qui résonne de façon cinglante comme une réponse à nos aspirations collectives pour une Corse émancipée. Il a été commis dans un climat délétère où la juxtaposition d'organismes intéressés, mis en évidence par la récente action du parquet financier, accompagne une absence de gouvernance et des projets contraires aux intérêts de la Corse.
La réponse de Guy Armanet est incisive. Le président de l'Office de l'environnement contre-attaque et vise directement les indépendantistes en critiquant leur action contre le futur centre de surtri. De votre côté, qu'avez-vous fait ? Vous êtes effectivement intervenu samedi 15 mars 2025 sur site, 2 ans après la décision prise par l'État sur le financement du projet, permis accordé, travaux démarrés. Une intervention médiatique, excusez-moi du peu, quelque peu maladroite et confuse, qui s'apparentait plutôt à un aquaplaning via une sortie de route des plus tendancieuses. Même s'il n'a pas été autorisé à prendre la parole, Paul-Félix Benedetti a surenchéri, profondément agacé. Il s'était déjà opposé au plan territorial de prévention et gestion des déchets en juillet dernier. Nous, lorsque le terrain est passé en CTPNAF, on a voté contre. Vous avez voté pour, vous l'avez laissé déclasser. Lorsqu'il y a eu le schéma territorial de déchets qui a entériné une logique de surtri qui est contraire aux intérêts du tri à la source, vous l'avez adopté et vous venez aujourd'hui de dire que le projet est un maillon nécessaire, insuffisant et qu'il faut qu'il y en ait d'autres. On pense que vous orientez le schéma déchets sur une fausse stratégie et je n'entends pas aujourd'hui que vous vous serviez d'une question pour essayer de marginaliser ou de discréditer une intervention politique. C'est inadmissible et c'est intolérable. Pour faire redescendre la pression, Gilles Simeoni a remis l'ensemble de la représentation de l'Assemblée de Corse devant ses responsabilités. Sans être la panacée, la solution de Monte semble s'imposer à l'exécutif qui veut avancer et ainsi éviter le chaos. On ne peut pas être dans une guerre entre le Civadec, la collectivité de Corse. Et on ne peut pas être dans la défiance entre les intercommunalités et la collectivité de Corse. Si nous ne travaillons pas ensemble, nous allons tous et toutes échouer. Une nouvelle phase de crispation conclue par une discussion entre Guy Armanet et Paul-Félix Benedetti qui intervient quelques jours après des perquisitions opérées dans les bureaux du Civadec dans le cadre d'une enquête du parquet national financier autour du centre de Monte. Jean-Martin Mandoloni, on vous a vu un petit peu réagir durant ce reportage. Comment est-ce que vous avez ressenti ce matin cette prise de bec, on va dire, musclée ? Rapidement, je passe sur le fond. La façon dont la question était posée fait souci elle-même, puisqu'elle met en avant à la fois dans le même texte un assassinat qui a ému beaucoup de monde et le projet de Monte, incarné par son maire, qui est particulièrement atteint dans sa dignité par cette présentation, à qui je veux rendre hommage. Sur la forme, cette séquence est très mauvaise. C'est une très mauvaise image de l'institution. Ce n'est pas respectueux des codes culturels qui régissent cette Assemblée. Cette Assemblée elle est davantage régie par des codes historiques que nous avons reçus en héritage que par règlement intérieur. Donc c'est une insulte faite à la présidence, c'est une injure faite à l'institution, ce n'était pas une bonne séquence. Je profite de ce micro, simplement, parce que vous ne m'avez pas interrogé sur les finances, très rapidement. Je pense que les Corses doivent comprendre que l'économie générale de la Corse est directement impactée par la collectivité unique et que ses finances, aujourd'hui, sont dans une situation périlleuse. Nous sommes asphyxiés. Là où la collectivité est asphyxiée, l'économie étouffe et les populations les plus vulnérables vont payer le prix. On va devoir conclure avec Gilles Giovanangi. D'abord, ce que vient de dire Jean-Martin Mandoloni, et puis plus globalement, cet incident de session ce matin. Vous avez 45 secondes, rapidement. Alors sur l'incident, je commencerai par là. Bien sûr que, comme Jean-Martin, sur la forme, l'événement est regrettable parce que je pense qu'il faut apprendre à se respecter et puis respecter les règles de l'Assemblée de Corse. On s'en est exprimé, mais je pense que c'est derrière nous. Sur le fond, le président le rappelait tout à l'heure, nous on pense que la question des déchets aujourd'hui, telle qu'elle est menée, elle nous emmène dans le mur et qu'il faut qu'on se mette tous ensemble autour de la table pour effectivement tracer un autre chemin et c'est ce qui est important. Sur les questions maintenant plus financières et économiques, oui, nous sommes dans une économie et un cycle de contraintes, mais oui aussi, on a aujourd'hui à travers ce budget la possibilité de mener les politiques qui sont les nôtres. Merci messieurs, volta subito l'attualità in lingua corsa, stasera il giornale vi presentato da Jean-André Marchiani.